juste le métier du commercial. Maintenant, ça va être de s'intéresser à la personne en face, savoir son besoin, savoir comment elle peut répondre à ce besoin-là. Donc, c'est vraiment un métier très humain, au final, que les gens ne perçoivent pas de la sorte. Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat car vous souhaitiez être libre et vivre de votre passion. Oui, mais dans vivre de sa passion, il y a vivre. Et qui dit vivre, dit gagner de l'argent. Très concrètement, cela veut dire, pour une entreprise, vendre et donc trouver des clients. Un vrai enjeu pour beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Aujourd'hui, mon invité est à la fois entrepreneur et expert de ce qu'on appelle le BizDev, c'est-à-dire le business development. Avec lui, nous allons voir que l'on peut faire de la vente sans passer pour un marchand de tapis. Bonjour Valdi Dzembele. Hello Pamela, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors, tu es fondateur du collectif Nice to Meet You et cofondateur de l'agence Blunt Creative. C'est ça, exactement. Tu accompagnes les entrepreneurs à générer du chiffre d'affaires. Ouais, à faire de l'argent. À faire de l'argent, comme tu dis. Ouais. Et concrètement, Nice to Meet You, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif, c'est ça? C'est ça, c'est un collectif. On est 5 business développeurs avec chacun une spécificité en plus du côté commercial. Donc, il y en a qui sont plutôt spécialisés marketing, il y en a no code, donc qui développent des produits, il y en a qui sont plutôt sur le social selling, etc. Et ça fait très compliqué tout ça, mais ouais, on va revenir. Désolé, c'est vrai que j'ai l'habitude des anglicismes de la tech, donc je vais décortiquer. Et Blunt Creative, c'est une agence. C'est une agence, c'est ça, de création de contenu. Ok, super. Ouais. Et ça fait en fait presque 10 ans maintenant que tu entreprends. Ouais. Donc, je suis né entrepreneur. C'est limite ça. Ouais, j'ai l'habitude de dire que j'ai grandi dans un environnement très entrepreneurial. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? C'était naturel. Honnêtement, c'était naturel. Pour moi, c'était vraiment la continuité, on va dire, de mes choix dans la vie, où je me voyais être indépendant assez rapidement. D'accord. Et je me voyais pas lié à un job, à une activité en particulier. Et puis je suis très curieux, donc je voulais tester plein de choses, voir plein de choses. Alors donc, comment ça s'est passé dans ton parcours? Ça veut dire que tu as fait tes études et tout de suite tu as entrepris après ton bac? Après le bac, directement après le bac. Tu as arrêté tes études pour j'ai arrêté pour travailler et j'ai lancé Nice to Meet You. Justement, la première version de Nice to Meet You, on était une boîte de production. On produisait des clips, des vidéos, on était plus dans l'entertainment. Et puis après, 5 ans après, on a créé un média, d'où le nom Nice to Meet You Club. Et sur ces dernières années, je me suis spécialisé vraiment sur l'accompagnement d'entreprises, sur de la génération de revenus. Et on va justement, c'est le thème du jour et on va justement revenir dessus dans un court instant. Mais juste avant ça, chaque semaine, je demande à mon invité de nous donner sa vision de l'entrepreneuriat en 3 mots. Donc pour toi, être entrepreneur, qu'est-ce que ça t'inspire? Pour moi, c'est l'audace, la liberté et la vente. C'est vraiment pour moi, comme je te le disais en off, mais la vente, c'est le sang de l'entreprise. C'est vraiment la chose la plus importante lorsqu'on lance un projet. Il faut savoir vendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas être entrepreneur si on ne sait pas vendre? On ne peut pas être entrepreneur si on ne sait pas vendre son produit. Ouais, ok. Clairement. Et l'audace, comment tu la places? L'audace, c'est le fait d'oser. Justement, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs et je vois pas mal de patterns avec des personnes qui réfléchissent un peu trop. Alors les patterns, c'est des schémas, c'est ça? Des schémas, c'est ça, des schémas qui se répètent, où on veut sortir le produit parfait, on veut que son site soit parfait avant de le sortir, etc. Et ça, c'est un peu l'angoisse de l'entrepreneur, en fait. On a une idée dans la tête et on veut que ça sorte alors qu'il faut sortir de ce schéma-là, il faut lancer le plus rapidement possible. Faut lancer et faire découvrir son produit ou son service le plus rapidement possible auprès du
public, et c'est le public au final qui va faire ses retours et qui va nous dire si on est dans le vrai ou pas. Donc ne pas avoir peur de lancer une première version. On en parlait avec l'un de nos invités du MVP en fait. MVP, c'est ça. Penser MVP, vraiment c'est minimum viable product. C'est penser la version minimale de ce que je peux lancer. J'en parlais il y a 5 minutes avec Nadal que je salue au téléphone, qui lance une application pour donner des conseils juridiques pour les artistes, sur leur contrat d'édition, etc. Et au début, il imaginait vraiment sortir une application toute faite, etc. Et là, il a lancé juste avec un Typeform et il a déjà encaissé ses premiers euros. Ok, donc, juste avec un formulaire. Un Typeform automatisé où il y a le paiement est automatique, et il a réalisé là ses 4 ou 5 premières ventes hier. Génial. Justement. Donc c'est loin de la version de ce qu'il imaginait, mais ça lui a permis de générer. Vont servir il va les réinvestir, c'est ça, pour créer un meilleur logiciel derrière. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'entrepreneuriat, très basique. Il faut vraiment y aller avec ce qu'on a. Pas à pas, mais avec 2-3 branches, très pragmatique. Voilà, MacGyver, quoi. Et tu nous parlais aussi de liberté. Alors, toi, comment tu le vis, ta liberté forcément, la liberté financière, le fait de choisir comment on entend sa vie, comment on voit les choses. Pour moi, c'était ça l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est ce qui m'a attiré assez rapidement vers l'entrepreneuriat. Alors, c'est vrai que c'est souvent un rêve de vivre sa vie comme on l'entend, mais pour vivre, comme je le disais en intro, il faut pouvoir se payer ses factures et donc trouver des clients. C'est ça. Et comment on fait pour trouver des clients quand on se lance ? Pour trouver des clients, c'est assez simple. Parce qu'au final, on fait beaucoup de théories, etc. sur comment c'est aller parler aux gens, demander, prendre des retours, présenter ce qu'on a, de façon se mettre un peu à nu, lancer son projet sur les réseaux, sur un groupe Facebook, vraiment parler de son projet, de ce qu'on propose, de son produit, c'est ça. Et en fonction des retours des gens, modeler un peu, se dire, pas être amoureux d'une idée. Je pense que les entrepreneurs, ils sont souvent amoureux de leur idée. Ils pensent qu'ils ont raison, que tout le monde va adhérer tout de suite, alors que pas forcément. Pas forcément, ouais. Et c'est là que le bas blesse un peu. C'est ça. Et je pense qu'il faut, c'est le marché qui a raison. C'est le marché qui a raison à chaque fois. Donc là, ce que j'entends, c'est oui, il faut parler de son idée et de son service et de son produit. Ça, on est d'accord. Mais il y a, je pense, parfois un gap entre juste parler et vendre en fait, et de demander à ce que la personne à qui on parle paye pour le produit. Et en général, le mot commercial, je sais pas si toi, comment tu le vois, mais c'est mal vu en fait. C'est mal vu, limite péjoratif quand on dit. On est dans une culture française où le commercial, c'est un peu péjoratif. Comme tu disais en intro, le vendeur de tapis, c'est un peu le mec dans Caméra Café qui fait des blagues potaches, etc. Un peu lourd, qui force. C'est ça. Alors qu'un commercial, non. Je pense qu'on se vend tous au quotidien. Lorsqu'on fait un entretien d'embauche, lorsqu'on veut séduire une fille, etc., on est toujours dans de la vente perpétuelle au final. Et la vente, c'est moi, je l'assimile plus au marketing, tu vois, parce que c'est peut-être une déformation professionnelle, puisque moi je suis du métier du marketing, et donc trouver la meilleure façon de se présenter et de communiquer sur son produit et son service. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu fais un parallèle en fait entre le marketing et la vente, c'est ce que j'allais dire. Et commercial doivent fonctionner ensemble. Dans tous les cas, l'objectif c'est de convaincre. Donc le marketing, il donne des arguments pour que les personnes viennent à toi, et la vente, elle finalise un peu la transaction en essayant de pousser les bons arguments pour que la personne achète. Pour conclure, c'est ça. Pour refaire cette transformation. Et tu es business developer. Je disais tout à l'heure BizDev, mais qu'est-ce que c'est concrètement business developer ? Business developer, c'est un commercial, tout simplement. C'est une appellation qui vient de la tech.
donc de la Silicon Valley, etc., et qui désigne la personne qui va développer, ramener du new business, des nouvelles opportunités dans l'entreprise. D'accord. Et la particularité du business developer, parce que souvent on parle de commercial ou de sales, exact. Et dans l'univers de la tech, la vente, elle est divisée en plusieurs parties. Donc en plusieurs métiers. Hein, c'est ça, en plusieurs métiers. Tu as la personne en amont qui va juste qualifier les prospects. Donc les opportunités que tu as, il va passer des calls, il va envoyer des mails, et une fois que ces prospects sont qualifiés, il va les passer à un account exécutif. D'accord. Et lui, son rôle, c'est juste de closer. Un chef de compte, un responsable de compte. Un responsable de compte qui, lui, son objectif, c'est juste de signer le client. D'accord. Et une fois que c'est signé, ça passe au service après-vente qu'on appelle le Customer Success Manager, qui lui, donc, tu vois, c'est très assuré. Et le business developer, en fait, il fait tout. Il fait toute la chaîne. Depuis la qualification jusqu'à la signature, jusqu'à une fois que le client est signé, il peut vendre des produits additionnels, etc. Alors, c'est hyper intéressant parce que ça montre les ventes, le sales d'un autre regard, en fait. C'est un coup de neuf dans le métier, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas. Ça dépoussière un peu le métier de commercial à la papin, en fait. C'est ça, et là, on est sur... en fait, c'est dans la tech, justement, on dit que aujourd'hui, avec Internet, le client, il a plus besoin que tu ailles vraiment le chercher. Les gens, ils sont informés, ils savent si tu vois, t'as des notes, t'as des avis, ils savent si ton produit, il est plus ou moins intéressant, plus pour eux, s'il est bon ou pas. Et donc, ce que tu as à faire en tant que commercial, c'est vraiment arriver à être là au bon moment, au bon endroit, et vendre. Et juste pousser l'argument de plus. T'as pas tant de choses à faire que ça maintenant pour un commercial. Là où les gens, avant, ils allaient toquer aux portes et essayer un peu de tirer le bras de la personne pour qu'elle vienne dans son entreprise. Et ça, est-ce que c'est spécifique au métier, au monde du digital, ou ça marche sur tous les métiers? Pour moi, ça marche sur tous les métiers. Sur tous les métiers... par exemple, dans le BTP, parce que je parlais avec un commercial du BTP qui veut rejoindre la tech récemment, et il me dit que lorsqu'il va en rendez-vous, il a plus d'arguments pour vendre. Le client, il connaît déjà peut-être même mieux le produit que lui avec Internet. Donc, juste le métier du commercial, maintenant, ça va être de s'intéresser à la personne en face, savoir son besoin, savoir comment elle peut répondre à ce besoin-là. Donc, c'est vraiment un métier très humain au final, que les gens ne perçoivent pas de la sorte, mais il y a beaucoup d'humain, je pense, dans le métier de commercial, quoi. Beaucoup de psychologie aussi. Et ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que tu as défini, enfin je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais tu as défini une stratégie gagnante avec les 3 H. Est-ce que tu peux nous en parler, hein? Ouais. Hacker, hustler, hipster. C'est ça. En fait, alors je ne sais plus d'où ça vient, mais on en a parlé pendant un épisode sur mon podcast, et on se disait que une boîte successful aujourd'hui qui marche, faut que j'arrête avec l'anglais. Qui a du succès. C'est ça. C'est une boîte qui a les 3 H, donc qui a la hype, donc qui fait parler d'elle, c'est le côté un peu plus marketing, donc ça vient un peu plus de ta branche, qui a le côté hustle, donc c'est le savoir vendre son produit, et qui a le hack, donc qui a un bon produit qui s'automatise. Et donc, ces 3 H-là permettent justement de modéliser un peu une entreprise à succès. Je prends souvent Tesla, Apple, etc. Oui, j'ai vu que tu avais une passion pour Elon Musk. Ouais, Elon Musk, pourquoi? Là, c'est ma petite lubie du moment. C'est la folie de cet entrepreneur. Par rapport à sa vision, c'est ça? Par rapport à sa vision, je parlais d'audace. Lui, il a pris son argent, il a tout remisé sur un seul projet. Il aurait pu se casser les dents et ne plus, tu vois, tout perdre. Et il a une vision du futur, et il s'y attelle, et il est hyper discipliné, c'est motivant. C'est motivant de voir ça. Et si je reviens au fait qu'on s'adresse aux porteurs de projets et aux néo-entrepreneurs, comment on fait pour définir sa stratégie commerciale quand on vient de se lancer et qu'il faut tout faire en même temps un peu?
que l'entrepreneur a un peu une casquette de chef d'orchestre, homme orchestre, ou qui doit tout faire en même temps. Justement, et tu vois là, on parlait de Tesla, on parlait d'Apple. Vision. Donc les gens, ils se disent faut que je sois comme Elon Musk. Et on voit la montagne et on se dit c'est too much. Ouais, c'est ça. Alors qu'il faut découper en fait. Il faut y aller étape par étape. Donc la première étape, c'est moi avec les 3 H, je découpe vraiment comme ça. On commence par la hype. Donc qui tu es, créer sa plateforme de marque. Donc, qui tu es, quelles sont tes valeurs, quels sont tes ennemis, parce que c'est hyper important de définir ses ennemis, parce qu'une fois ses ennemis dans ton écosystème, tu parles de concurrents, par rapport à tes concurrents, par rapport aux personnes que tu ne veux pas être du tout. D'accord. Et ça va définir un peu ta ligne de conduite, de dire ok, moi je veux absolument pas faire comme un tel. Par exemple, je sais pas si tu as une entreprise, on parlait de BTP tout à l'heure, je veux être éco-responsable. Toutes les boîtes qui n'ont pas ces valeurs-là sont mes ennemis. Tu vois, donc tu définis tes ennemis, tu définis tes valeurs. Un peu un repoussoir. C'est ça. Et en créant cette plateforme de marque, tu vas pouvoir déjà savoir à qui tu t'adresses, parce que naturellement, tu vas t'adresser aux gens qui sont un peu éco-responsables, qui partagent tes valeurs. Et ça va vraiment partir une grosse partie du problème, parce que tu vas pas vouloir vendre aux tout venants, tu vas vouloir vendre aux gens qui partagent tes valeurs, justement. Alors ça me fait penser au persona, en fait, définir son client cible. Ouais. Donc ça c'est un impératif dans toute définition de stratégie. Et il y a des boîtes, tu vois, là j'accompagne des entreprises, on va pas les citer, mais qui n'ont pas fait ce travail-là et qui ont peut-être déjà 10 employés, qui ont du chiffre d'affaires, etc. Et quand tu leur demandes leur persona, ils sont pas forcément au courant. D'accord. Parce que pour eux, ils prennent le tout venant, ils voient en fonction du... Mais oui, on s'adapte après, des fois tu aussi. Tu peux pas prédire ton revenu, tu peux pas avoir une stratégie long-termiste si tu t'as pas fait ce travail-là. Toi, quand tu as commencé, parce que tu es aussi entrepreneur, ok, tu accompagnes les entrepreneurs, mais tu es aussi entrepreneur. Justement, tu nous as dit que tu avais fait des pivots. Ça veut dire que j'ai fait ces erreurs-là. Ouais, je suis passé par là. On n'avait pas forcément de persona. On prenait le business comme il venait. Nous, on idéalisait un peu trop aussi notre vision, parce que j'ai lancé Nice to Meet You avec mon cousin. Et on a fait plein d'erreurs. Et je le vois. Et du coup, tu vois, pour revenir sur ces schémas-là, en fait, il faut être hyper lucide. Dans l'entrepreneuriat, il faut être lucide et il faut se dire, ok, je mets 1 euro, ça me rapporte 1,50 €, c'est 50 centimes, je les remets, etc. Et y aller étape par étape, ne pas vouloir aller trop vite mais vraiment faire ce travail-là en amont, de se connaître, de qui on veut être, qui on veut viser, à qui on veut s'adresser, donc les personas. Et une fois que tu as fait ce travail-là, c'est beaucoup plus clair pour toi après, quoi. Et justement, avec Nice to Meet You Club, Nice to Meet You Club. Ok, Nice to Meet You Club. Comment tu accompagnes tes clients? C'est ça. Moi, vraiment le. À quelle étape aussi? À quelle étape, ça va dépendre de là où est l'entrepreneur. Mais généralement, on est sur des nouveaux projets. Donc, soit des boîtes, early stage, donc des boîtes qui viennent de débuter. Donc on a beaucoup de boîtes qui viennent de se lancer, qui viennent vraiment de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou ça va être des boîtes qui sont là depuis un bon moment, mais qui lancent un nouveau projet. Donc on est vraiment beaucoup sur les nouveaux projets au final. D'accord. Donc que ce soit des boîtes qui existent depuis longtemps ou des jeunes entrepreneurs. Et on va faire ce travail-là justement de plateforme de marque. Quand tu dis plateforme de marque, concrètement, ça se matérialise comment? Parce que moi, quand j'entends plateforme, je pense à site internet. Non, plateforme de marque, c'est un document qu'on va faire avec toi. Ok. Et qui va être un peu ton... Une bible. Ouais, ta bible, c'est ça. Je n'osais pas le dire, mais c'est ça. Ça va vraiment être ton playbook, comme on dit dans le sport ou dans le business. Et tu vas devoir le suivre à la lettre. Et ne pas oublier, du coup, revenir sur ses valeurs, sur tes ennemis. Et quand tu te perds et que tu vois une vente s'est pas bien passée, tu le relis et tu te dis, non, en fait, la vente, elle a pas eu lieu parce que je respectais pas mon playbook. D'accord. Tu vois, donc c'est vraiment Ah oui, c'est vraiment le socle, en fait. C'est ton socle de l'entreprise. Et ça, on le travaille vraiment au début. Généralement, les commerciaux, ils sont là pour te ramener des nouveaux clients uniquement. Mais nous, on va faire ce travail marketing d'abord, de travailler sur la marque, sur ta brand avant. Et c'est la particularité de Nice to Meet You Club.
club. C'est vraiment, on va travailler sur ta marque. Oui, c'est pas juste de la vente, apporter des leads en fait. C'est vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas du tout. Nous, vraiment, on veut bosser sur ton identité à toi. De cette identité, on va après en chercher les clients. Donc, parce que si ce travail-là, souvent, je le vois que ça pêche, c'est la raison pour laquelle les clients ne viennent pas, quoi. Je comprends bien qu'il faut partir de la base. Donc, une fois que tu as fait ce travail d'identification de la marque, de mise à l'écrit, mise à plat de tes valeurs, de qui tu veux cibler, de ton client idéal, comment on passe à l'action? Tu veux la suite? Comment on passe à l'action suivante? Parce que tu dis que tu aides les entrepreneurs à gagner de l'argent. Ouais. Donc, ça, c'est la première étape. Et ensuite, et c'est ça, tu vois, parce que je reviens juste dessus, mais quand tu dis gagner de l'argent, on se dit, ben non, mais ramène-moi juste des opportunités. Je veux juste... Mais non, mais si tu fais pas ce travail-là, tu n'auras pas justement ces clients-là. Donc, c'est hyper important. Et ce travail-là, ça prend combien de temps? Ça va dépendre, ça va assez vite. Généralement, moi, j'aime bien faire un audit d'1 mois, justement, pour voir. On travaille, on prend le temps vraiment sur cette partie-là. Et ensuite, on va chercher les clients. Et sur justement la génération de leads, là on y arrive. Donc là on a défini la plateforme de marque, on a nos personas, mais à ce stade-là, tes personas ils sont fictifs. Ouais, donc tu te dis ok, un persona c'est vraiment, pour ceux qui ne le savent pas, une fiche robot de ton client idéal. Donc tu vas lui donner un nom, ça va être Mireille, je bug. Elle a 48 ans, elle habite dans la Creuse, tu vois, tu vas vraiment pousser. Ouais, c'est vraiment le portrait sa psychologie, robot. Généralement, elle rentre chez elle fait ça, etc. Mais ça, comment je le sais, moi? Ça, je fais une enquête? Tu peux faire une enquête. Mais tu peux, il vaut mieux faire une enquête, mais tu peux te dire, ça va être mon hypothèse. Et une fois que tu vas aller sur le marché, vérification. Exactement. Et une fois que tu vas aller sur le marché pour chercher tes leads, tu vas essayer de valider ton hypothèse. Et là, je l'ai fait. Tu me parlais de mon agence Blend Creative. Oui. C'est l'exemple parfait. On vient de lancer il y a même pas 1 mois l'agence. Parce qu'en fait, on faisait du contenu. En même temps, je faisais du business development. Et je me suis dit, je vais séparer les 2 activités pour que ce soit beaucoup plus clair. Et avec Blend, on est parti. On a fait 5 épisodes de podcast. Donc moi, c'est ce que je conseille à mes clients. C'est de faire un podcast. Et pas un podcast pour avoir des écoutes, etc. Mais un podcast d'entreprise. Exactement. Pour aller chercher, rencontrer tes clients, tes potentiels clients en tout cas, pour aller rencontrer tes concurrents. Donc nous, avec Blend, par exemple, on a interviewé des personnes et on s'est rendu compte qu'en fait, ce sont nos concurrents. Mais au début, tu ne savais pas que ça allait être des concurrents. On le savait plus ou moins, mais on s'en rend compte vraiment en échangeant. Ouais. Et tu as ce truc de partage et voilà, au final, ça devient des partenaires. Exactement, ça peut devenir des partenaires. Tu peux aller aussi interviewer tes partenaires. Et en fait, tu vas recevoir tellement d'informations de gens qui vivent au quotidien cette activité. Justement, tes partenaires, eux, ils le vivent. Donc, ils vont te donner des retours, des insights un peu de comment ça se passe. Et c'est comme ça que tu vas modeler un peu ton offre ou ton produit ou ton service. Et ensuite, là, tu vas pouvoir te dire, OK, en fait, j'avais pas tort, ça valide mon hypothèse. Et ce contenu-là, ce premier podcast, tu vois, par exemple, le podcast qu'on fait maintenant, tu vas pouvoir l'envoyer dans tes séquences de prospection sur LinkedIn, par mail. Tu vas pouvoir les envoyer à tes futurs prospects, à tes cibles. Alors là, on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, l'association du commercial et du marketing, parce que ça me fait tout à fait penser au content marketing, donc le marketing de contenu, qui consiste à créer le plus de contenu, que ce soit écrit ou audio ou vidéo, pour donner de l'information à ton client. C'est exactement ça. En fait, le contenu marketing, généralement, tu le mets sur les plateformes, sur les réseaux, etc. et t'attends que les gens cliquent dessus. Mais ce qui est difficile, c'est de trouver ce contenu, de trouver les idées. Exactement. Alors que là, ton contenu, il se nourrit de tes partenaires, il se nourrit de tes clients, il se nourrit de gens réels et il va te permettre d'aller faire de la chasse client. Il y a je sais pas si tu es au fait des notions inbound et outbound. Tout à fait, j'allais justement en parler, parce que là, c'est l'inbound. les gens qui viennent à toi. Exactement. Donc, mais moi, je préconise l'outbound avec ce contenu-là, parce que ce contenu, tu vas
commencer à l'envoyer dans des campagnes mail ou des campagnes LinkedIn pour aller chercher des clients potentiels. D'accord, donc faire vraiment l'association des deux. Et c'est très pertinent. Et justement, j'avais une question qui disait que quand on se lance, c'est difficile de tout faire. Alors, comment on trouve le temps de créer du contenu, de faire des ventes, le juridique, comment on fait tout ça en fait? C'est pas évident. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut embaucher? Non, je pense que moi je sais pas un si économe. Je t'en ai parlé. Ouais, et puis je suis un adepte là je suis en train de lire un livre, ça s'appelle Company of One. Et en gros, c'est un livre qui challenge un peu l'idée de la croissance. On pense que toujours croître, c'est embaucher plus, mettre plus d'argent, prendre des locaux, etc. Alors que au final, à toi tout seul, si tu automatises plusieurs tâches, aujourd'hui, tu as des logiciels qui font un peu tout. Tu peux externaliser sans forcément embaucher. Déléguer, c'est hyper important. Tu vois, tu parlais de temps, il faut savoir déléguer. Tu peux, à toi tout seul, gérer une entreprise et faire beaucoup d'argent sans forcément avoir embauché, etc. Il faut juste être organisé. Et le no-code est ton meilleur ami aussi. Alors justement, ça c'était l'un des autres points que je voulais aborder. C'est tu parlais de cette notion de croissance. Donc il y a un terme qu'on entend de plus en plus ces derniers temps dans tout l'écosystème entrepreneuriat startup. C'est tout ce qui est growth. Donc que ce soit le growth hacking, le growth marketing. Donc est-ce que j'imagine que ça fait partie des stratégies que tu implémentes pour tes clients et dans ta propre société. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Il y a quoi derrière et comment je sais mettre en place une stratégie grosse? Le gros, c'est une notion qui est arrivée un peu en 2012-2013 en France et là qui commence à vraiment prendre et même dans les grands groupes, on commence à en parler. Alors parce que on en parle un peu à tort et à travers, tu vois. Parce qu'à l'origine, le gros, c'est tout ce qui consiste à mettre en place des stratégies un peu pirates, un peu dans la zone grise, à la limite du... c'est pris comme ça. En tout cas, le gros hacking. Le gros hacking, en tout cas, ouais. Mais le gros, c'est plutôt une mentalité d'automatiser des choses qui te prennent du temps. En fait, c'est là où tu as une tâche répétitive et un peu relou comme ça, en fait, tu t'automatises. Est-ce que tu as un exemple? Par exemple, moi, quand j'envoie des devis ou des relances, tu vois, si j'ai des relances à faire sur des devis, ça me prend un temps d'envoyer un mail, etc. Alors que si je le paramètre à l'avance, je sais que au bout de X jours, je sais pas, peut-être une semaine, ma relance elle est automatique et mon client ou mon prospect il va recevoir une relance sur le devis qu'il doit me renvoyer signé. Tu vois, et ça c'est des choses qui te prennent du temps et tu as pas mal de choses comme ça que tu peux automatiser et justement je sais pas si tu allais en parler, mais le no-code permet ça. Aujourd'hui, le no-code permet d'automatiser plusieurs tâches un peu redondantes comme ça, qui peuvent justement te prendre du temps. Tu parlais du juridique. Le juridique, par exemple, pour moi, je l'externalise. Aujourd'hui, je m'en cherche pas du tout et il y a des choses comme ça. Tu l'externalises, ça veut dire que tu fais appel à un prestataire? Je fais appel à un prestataire. J'ai mon comptable et puis il s'occupe de ces choses-là. Faut savoir déléguer. Expert comptable, puisqu'on a vu aussi un épisode avec un expert comptable, Jean-Stéphane Queloz, que l'on salue. Et justement, oui, tu peux avoir des prestataires comme ça qui vont te libérer ce temps et te permettre de te concentrer sur ta zone de génie et vraiment faire du business. Et souvent, on n'ose pas déléguer. On se dit, ah non, mais je fais tout seul. Tu peux pas tout faire tout seul. Tu as besoin de quelqu'un pour t'enregistrer, pour faire ton podcast. Tu as besoin de quelqu'un. Tu es obligé. Enfin, il faut se concentrer sur là où on est fort, dans tous les cas. Et il faut gagner du temps. Tu peux pas perdre du temps sur des choses. Tu vas prendre 10 ans à le faire, alors qu'un expert, il va s'en occuper de la meilleure des façons, quoi. Et alors, tu me disais que tu avais le collectif. Vous étiez plusieurs métiers du En fait, c'est un métier. Donc, on est tous commerciaux. D'accord. Tous mais vous avez chacun. Et chacun a sa spécificité. Donc, il y a Lionel, par exemple, qui est sur du no-code. Donc, lui, il peut te créer une application de A à Z.
en no-code et voir un peu avec du low-code maintenant. Donc c'est le fait de coder, de rajouter un peu de code. T'as Thomas qui va être expert marketing. On a un expert copywriting et marketing et FOD. T'as Ariane qui va être une experte de la qualification de lead au téléphone. D'accord. Et moi, pareil, qualification de lead et prospection et création de médias. Donc c'est ma spécialité. Donc chacun vraiment a sa spécialité. À partir de ça, pour faire une stratégie pour vos clients, vous faites la combinaison de toutes les spécialités ou on n'a pas besoin de tout? Non, pas besoin. Souvent, on se réunit. On se réunit une fois par semaine et on voit les projets sur lesquels on travaille. Mais un profil peut s'occuper d'un projet. Généralement, c'est chacun à son projet. Et donc ça, tu disais que tu prenais tes clients au early stage, ouais. Donc à création de nouveaux produits, nouveaux projets. Mais ça coûte cher? Ça coûte de l'argent quand même. C'est ça coûte de l'argent. C'est ça, il y a early et early. Si c'est quelqu'un qui a pas forcément de budget, ça va pas matcher. Ça va être compliqué. Mais c'est des boîtes, oui, qui ont levé des fonds ou qui sont déjà un peu avancées, en tout cas, dans leur projet. Donc, à quel moment il faut venir te voir ou voir une société comme la tienne? Ça veut dire ça veut dire qu'il faut déjà avoir été capable de générer de l'argent. Forcément, faut avoir des fonds. Moi, je dis souvent, je prends les clients qui ont fait leurs 10 premières ventes. C'est hyper important de faire ces 10 premières ventes tout seul. Parce que si tu comptes sur quelqu'un pour faire tes premières ventes, tu seras dépendant de lui. Et j'ai déjà eu des échanges où je dis, mais fais tes ventes et reviens me voir et puis ensuite on peut travailler ensemble parce que sinon je vais te facturer à vie et ça va pas être intéressant et moi-même c'est pas un échange dans lequel je suis. Tu veux rentrer, ouais. Et forcément, oui, Nice to Meet You, on est sur des prestations qui ont un prix et là on est en train de mettre en place une formation justement pour donner accès à peut-être des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens sur de la formation très courte sur 3 semaines où justement on va parler des 3 H et de comment utiliser, créer leur plateforme de marque, comment aller chercher leur premier client et comment automatiser un peu des tâches justement pour réussir à gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est le nerf de la guerre, quoi. Le temps, c'est de l'argent. Ouais, exactement. Et c'est très intéressant. Donc, du coup, il faut se former. Il ne faut pas avoir peur de se former. De toute façon, ouais, c'est un peu... Nous-mêmes, on se forme continuellement. Là, je sors d'une formation de no-code. Donc, ouais. Et là, les outils no-code qui peuvent aider à gagner de l'argent, est-ce qu'il y en a un que tu préconiserais? Il n'y a pas d'outils. Je pense qu'il faut s'intéresser. Il faut déjà savoir de quoi on a besoin. Est-ce que tu as besoin quelle tâche tu as besoin d'automatiser? Je pense qu'on se focalise trop sur les outils. Mais t'en as pléthore des outils. Dans tous les cas, tout dépend de ton besoin, quoi. Ça veut dire qu'on peut tout faire en no-code? Tu peux quasiment tout faire. Là, je lui passe un bonjour, Maury Fodé, Cissé, qui a créé l'Aero Academy et il forme justement sur le no-code en 3 semaines. Et là, il m'a montré une application de rencontre qu'il a fait en no-code. Donc, tu vois, ça peut être vraiment poussé sur des choses. Et ça, c'est intéressant parce que là, on revient, on fait une boucle avec le MVP. En fait, ça permet de tester aussi. Ah oui, carrément. Le no-code, c'est ça pour moi. C'est en fait, plutôt que d'aller prendre un prestataire, un ingénieur, un développeur qui va te facturer cher, pourquoi ne pas apprendre à le faire toi-même, faire tes premières ventes? Et ensuite, si tu as besoin de recruter, de développer un produit beaucoup plus poussé, le faire. Mais partir, tu vois, je te parlais de Nadal tout à l'heure qui est parti d'un Typeform. Il a branché un Typeform avec du Airtable. Donc Airtable, c'est un logiciel de données, un tableur de données. Et en fait, il automatise et les gens vont sur le Typeform. Ils peuvent payer directement sur le Typeform. Oui, donc ça, c'est un MVP qu'il a fait sans avoir eu besoin de coder. C'est ça, sans coder. Juste en branchant plusieurs logiciels, un peu comme WordPress. Maintenant, tu peux, avec WordPress, faire du drag and drop. Tu peux faire, voilà. C'est avec Elementor.
le même principe. D'accord. On voit que on peut mettre en place des stratégies au début de son aventure, mais il faut pas vouloir aller trop vite en fait. C'est là le piège en fait. Ouais. Le plus important, c'est avoir pour moi, c'est avoir ses personas, savoir qui on est, savoir à qui on s'adresse, savoir comment on adresse et répondre à un problème. Parce que souvent, on crée des projets qui ne répondent même pas à un besoin, c'est des choses un peu accessoires. Là, on est en période de Covid, on est en pleine crise. Les gens ont besoin de choses qui servent. Ils n'ont pas besoin d'un énième projet technologique qui va ne rien leur apporter. Ils ont besoin de choses qui leur servent au quotidien. Donc, si vous répondez à un problème, si vous savez à qui vous adressez, vous gagnez de l'argent, tout simplement. C'est vrai que vu comme ça, l'équation a l'air assez simple. En fait, c'est nous, on se complique la vie. Et c'est très simple. C'est très simple. Et mais justement, on parlait en préparant l'émission aussi de ressortir en fait, parce que tu dis répondre à un problème, mais aujourd'hui, je pense, et beaucoup pensent que tout a été déjà répondu. Beaucoup de choses existent et ça veut dire que si quelqu'un est déjà sur ta thématique, est-ce qu'il faut se lancer ou pas? D'où la plateforme de marque. D'accord. Parce que chaque humain, on est tous uniques. On a tous une manière, on a tous un historique qui fait qu'on va pas voir les choses de la même façon que le voisin. Et si tu te bases vraiment sur toi et si tu reviens sur toi, sur pourquoi tu veux faire ce projet, ton projet il ressemblera pas à tes concurrents. Ça Ta me fait manière penser. d'adresser le problème, elle sera pas de la même façon. Alors ça me fait penser à l'ouvrage L'Océan Bleu, c'est ça? Créer son océan bleu, sortir de l'océan rouge pour créer son océan. En plus, je l'ai lu là il y a pas longtemps et je l'ai couplé avec un autre livre que je vous conseille qui est Business Model Canva. Oui, et, tu connais. Oui. Et c'est un livre assez simple avec beaucoup d'images, etc. Mais pour moi, il a révolutionné ma vie. Il m'a changé la vision du business. En quoi? Par exemple, il y a une partie du livre qui parle des aspirations de tes clients. Et c'est des choses qu'on connaît, tu vois, on parlait du persona, mais il va vraiment de façon très profonde dans les aspirations, que ce soit des aspirations émotionnelles. Donc, qu'est-ce que ton produit va susciter comme émotion chez ton client? Pourquoi il aurait besoin de ton produit ou ton service? Alors, c'est vraiment creusé dans la pertinence de ton produit et aussi dans la psychologie aussi. C'est hyper important. C'est hyper important de savoir à quel moment la personne va utiliser ton application, pourquoi, qu'est-ce que ça va renvoyer chez elle, son aspiration émotionnelle, son aspiration technique. Donc, d'un point de vue, nous, souvent, on se base sur la technique, sur c'est fonctionnel, elle va faire ça, elle va faire A ou B avec mon outil. Mais non, mais pourquoi elle le fait? Qu'est-ce que tu peux hacker chez cette personne qui fait qu'elle va avoir recours, à ton produit Netflix? Pourquoi tu vas sur Netflix? Du coup, qu'est-ce qui fait que tu y reviens, etc. Donc, c'est plein de questions à se poser. Donc, c'est vraiment de la connaissance client? La connaissance client, et cette connaissance, tu l'acquiers en parlant à tes clients. Donc, vraiment en mettant dès le début ton projet sur la place du marché. Et le podcast te permet ça. Donc c'est pour ça que je reviens. Oui, tu reviens sur le podcast. Et justement, est-ce que tu as des exemples de stratégies clients que tu as mises en place et qui ont été successful pour répondre? Alors, j'en ai une. Elle n'a pas été nécessairement successful, mais elle est hyper. J'en ai parlé sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Et c'est une cliente qui est sur un marché, sur un océan rouge. En fait, les SS2I. Alors, océan rouge, on répète, c'est quand il y a beaucoup, c'est très concurrentiel. Voilà, un marché très concurrentiel, très bouché. Et elle est sur une proposition de valeur qui mettait en avant le fait de pouvoir trouver des talents pour les entreprises dans le secteur de la banque, des assurances, etc. Et généralement, les SS2I, ce sont des grosses boîtes, ou en tout cas qui ont des gros moyens, et elle est c'est une actrice unique, elle est solopreneur, etc. Donc souvent elle a eu le retour de non, faut être répertorié dans les clients, etc. Parce qu'il y a un process hyper compliqué.
Donc, on a fait de la prospection au début. Donc, tu vois, on n'a pas fait ce travail-là de plateforme parce qu'elle voulait pas, elle voulait juste du lead. Et forcément, on s'est mangé des portes, etc. Et on s'est posé au bout d'un moment, au bout du milieu de la prestation, et on a dit, ok, bah, elle est, comment dire, elle est ingénieure. Donc, elle a été ce talent qui a été recruté. Donc, elle a cette expérience, mais elle partait de son expérience, c'est ça. Propre vécu, et elle pensait qu'elle allait pouvoir, répondre à toutes les problématiques parce qu'elle l'a vécu. Alors que ça n'a rien à voir. En tant que créateur de l'offre et en tant que personne qui la vit, c'est deux choses séparées, différentes. Et donc, tu conseilles de pas forcément se projeter. C'est pas parce qu'on a été nous-mêmes dans la situation du client qu'on vise, qu'on est le persona. Tu vas vendre la prestation, tu sais pas. En fait, tant que tu sais pas les problématiques de ton persona, parce que quand tu es dans sa situation, c'est elle qu'on plaçait dans des entreprises pour faire des prestations. Tu vois, dans des banques. Mais elle connaissait pas vraiment les aspirations de ces personas. Des banques, c'est ça. Elle avait sa vision de talent qu'on place dans une entreprise. D'accord. Et elle s'est dit, ça fonctionne comme ça, alors que ça fonctionne pas comme ça. Tu vois. Et donc, on est revenu sur ça, on est revenu sur les aspirations de son persona, sur pourquoi cette personne, au final, elle te place dans telle ou telle mission. Et on a creusé. Ça nous a pris une bonne semaine. On a fait un travail de dingue. Et elle-même, elle s'est découverte et elle a ressorti des choses de son expérience. Et on a trouvé, en fait, cette personne-là, son objectif, c'est d'avoir un bonus à la fin du mois. Et si on n'avait pas fait ce travail-là, et du coup, ce travail-là permet justement si demain tu fais une landing page ou un site pour attirer ton persona, c'est la première chose qu'on va mettre sur la landing page. C'est si vous voulez avoir votre bonus, par exemple, prenez telle solution. Donc, on revient aux motivations de son client, et de la connaissance client. Et de ne pas fantasmer une solution, de se dire « non, mais c'est sûr que ma solution, elle fait ça. » Parce qu'elle avait une solution qui était très technique et elle se disait que c'est sûr qu'il va utiliser parce que c'est... Mais le produit, on s'en fout. Finalement. C'est le client le plus important. C'est ce dont il a besoin. Au final, tu peux vendre un Typeform, tu peux vendre un taille crayon, et tant que tu réponds aux besoins, c'est ça. Bon, ouais. Et donc, de ce que je comprends, en fait, tu l'as aidé à faire une étude de marché, en vrai. C'est un peu ça. C'est une étude de marché. J'aime pas trop les études de marché, les business plans, etc. C'est trop théorique. Là, c'est vraiment, en fait, on est dans le concret, on est sur le terrain, et c'est des retours d'expérience du terrain, et c'est le terrain qui a raison, quoi, dans tous les cas. Et pour revenir un petit peu au gros, on parlait du gros tout à l'heure. Et tu sais, il y a le tunnel de... La AARR. Merci. Donc justement, qu'est-ce que tu penses de la publicité? Parce qu'en général, quand on dit comment trouver des clients, l'une des premières des premiers réflexes, ça sera fait du Google Ads, fait du Facebook Ads. Pour avoir de l'acquisition, qui est le premier A de ce fameux framework. Mais tu vois, par exemple, ce framework, il perd beaucoup de gens parce que tout le monde se dit je vais juste suivre à la lettre ce framework et je vais faire de l'acquisition, de l'activation. Alors la rétention, pas du tout. référence. Alors que c'est pas forcément quelque chose, ça c'est plutôt dans... Il y a des cas dans lesquels ça vaut. Et des cas où ça fonctionne pas. Où ça fonctionne pas. Il y a des cas où tu n'en as pas forcément besoin. Et ça perd un peu. Je pense qu'on a tellement de notions, de choses, on se complique la vie. Le plus simple, c'est de répondre à un besoin. En fait, c'est juste ça. Simple, basique. Très basique. C'est répondre à un besoin. Une fois que tu fais du volume, là, tu peux te prendre la tête sur j'ai beaucoup de demandes entrantes. Il va falloir que maintenant, que je crée de la rétention pour qu'ils reviennent. Et là, tu peux mettre peut-être ce framework en place. Mais tant que tu n'as pas de clients, tu peux pas. Et pour revenir à ta question sur la pub, moi, je suis pas fan du tout de Facebook Ads, de Google Ads, etc. Pourquoi ? Moi, je suis vraiment, concret. En fait, je vais vraiment parler aux clients directement, et justement la création de contenu, elle permet ça, d'aller le chercher, en fait, d'aller directement. Ça peut être des clients que tu as signés déjà, peut-être tes premiers clients, les mettre
sur un podcast, sur une émission, sur un live, sur un webinar, ce que tu veux. Et parler de toi directement, parce que la pub, tu vas mettre du budget au début que t'as pas forcément, tu vas être frustré parce que t'as pas de revenus sur investissement, etc. D'accord, peut-être pas dans un premier temps. Je suis pas très emballé. Ouais. Donc du coup, si on devait donner un mini plan d'action pour les gens qui nous écoutent. C'est mon mini plan d'action. Oui, après, bien sûr, c'est ce que ça vaut. Ouais. Exactement. Mais surtout, quand on démarre et qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget, donc on a dit qu'il fallait se former, ça, ok. Donc l'information est beaucoup sur Internet, mais attention au schéma tout prêt, tout cuit qu'on trouve, qui vont pas forcément s'adapter non plus. Donc là où ton conseil c'est qu'il faut repartir de la base. Faites simple. C'est souvent le moins cher aussi. Hein. C'est le moins cher. Mais c'est normal d'avoir comment dire, cette tendance à vouloir tout schématiser. Mais non, faut faire simple. Il faut faire simple. Revenir de la base, ça coûte moins cher et ça prendra plus de temps du coup. Ça prendra pas plus de temps que ça. Je pense que si c'est bien fait, ça prend pas plus de temps que ça, non. Non, donc par rapport à la pub, parce que on parlait aussi d'automatiser. Je pense que la pub c'est plus rapide que je sais pas, tu touches qu'aller envoyer un message par exemple sur LinkedIn aux gens. La pub avec Facebook ou Google, tu vas toucher plus de gens. Normalement, tu es censé ton message est censé. Avec LinkedIn, tu as des logiciels aujourd'hui, tu peux envoyer des campagnes. Ah, mais on nous dit pas tout. Ah bah oui. Non, mais c'est ça. Et ça en comparaison, tu vois, je préfère faire une campagne soit mail ou soit LinkedIn que faire une campagne de pub, quoi. D'accord, ok, plus ciblé. Ouais. Okay. Après, tout dépend où se trouvent tes clients. Je dis LinkedIn parce que je suis plus sur du B2B, mais sur du B2C, c'est vrai que c'est un peu plus différent. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire sur du B2C, tes clients ne vont pas forcément se trouver sur LinkedIn, ils vont plus être sur Facebook. Donc là, peut-être va falloir créer une page Facebook, tu vois, un groupe Facebook, rajouter les gens. D'ailleurs, sur Facebook, je crois, c'est ce qui reste de plus intéressant, c'est les groupes Facebook où tu peux créer des communautés assez rapidement. Sur Instagram, envoyer des messages en DM. Créer du contenu intéressant qui attire les gens et contacter ces gens qui likent vos contenus. En fait, il faut parler aux gens. Et pour le faire en masse, c'est peut-être pas le bon mot, mais à grande échelle, trouver des hacks. Mais pourquoi vouloir faire du masse quand on commence? En fait, moi, je challenge un peu cette vision. On veut toujours faire du volume, etc. dès le début. Alors que on n'a pas de proposition de valeur précise, on ne sait pas ce qu'on vend, à qui on le vend. D'abord, savoir mon produit à quel pain il répond, à quel besoin, quel problème. Et ensuite, le reste, on fait du masse, je pense, une fois que la cible est définie, une fois qu'on sait ce qu'on vend, à qui on le vend, combien on le vend, combien ça nous rapporte. Et là, on peut avoir un budget, tu vois, pour de la pub. Et là, forcément, tu es plus dans des calculs de revenus, de coûts, etc. Ok, donc alors là, je m'arrête parce que c'est important de revenir sur ce que tu viens de dire. Donc, quand on commencer ciblé, simple, pas petit, mais commencer vraiment ciblé. Ouais, commencer petit, on peut le dire. Disons-le. Et ensuite, quand on a bien identifié le problème, quand on a bien identifié la connaissance de son client, on peut automatiser, aller à plus grande échelle et faire des choses avec plus de budget, puisqu'on aura réussi aussi à faire rentrer normalement les premiers euros. Voilà, c'est ça, tu vois, je te parlais des 10 premiers clients. Une fois que tu as tes 10 premiers clients, pour arriver à 10 premiers clients, déjà, c'est que tu as parlé à, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes, beaucoup, voire plus. Donc, tu sais comment vendre ton produit, tu sais ce qui plaît, tu sais pourquoi les gens payent, pourquoi ils te donnent de l'argent, parce que donner de l'argent, c'est pas rien au final, tu vois, c'est une preuve qu'ils ont confiance en toi, que tu vas résoudre un problème, etc. Donc tu sais tout ça.
une fois que tu sais tout ça, là, tu peux faire des messages de pub Facebook ou Google qui répondent à un problème. Mais si t'as pas tout ça, pourquoi vouloir aller faire plus de la vite pub, que la musique. c'est ça. C'est super. Merci beaucoup, en tout cas, Valdi, pour cet éclair de génie. Mais c'est vrai que quand on commence, on a souvent le nez dans le guidon. Ouais, c'est ça. Et on est aussi dans cette ère d'infobésité où on a plein d'informations dans tous les sens. Ça, et puis on se compare à des gens perd... qui sont déjà arrivés, qui vont te dire fais ça, mais ça va peut-être marcher pour eux, mais toi, ça va pas être la même façon. Je pense qu'il faut revenir au basique. Et c'est vrai qu'avec les fondateurs de Jaye, on avait parlé de trouver son product market fit, mais ça prend du temps de trouver son product market fit. Et justement, avec avant, ses 10 premiers clients, exactement, une fois que tu as tes 10 premiers clients, tu as ton product avant. market fit. Et je fais juste une petite parenthèse. J'ai fait un épisode récemment avec un des fondateurs de Germinal. Je sais pas si tu connais Germinal. Oui, qui s'occupe justement aussi du des gros, formations. Ouais. Exactement. Et il me disait, avant même le product market fit, tu as le product social fit. Ça veut dire qu'il faut que ton projet il ait une envergure globale avec une mission plus grande que toi. Tu vois, ça peut être, on parlait d'éco-responsables tout à l'heure, c'est quelque chose, les co-responsabilités qui te dépassent, où tu forcément, ça va parler à du monde parce que tu as des valeurs précises. Donc, je pense faire ce travail-là d'abord avant de chercher à vendre ses premiers produits. C'est vrai que ça aussi, on l'a abordé avec beaucoup de nos invités et notamment aussi quand on a parlé dans l'épisode du Product Market Fit et de la vision de l'entreprise en fait. À quoi sert ton entreprise? Où est-ce que tu veux aller? Comment? Avec qui et pourquoi en fait? Ton pourquoi en fait? On revient toujours au pourquoi. C'est ça, exactement. Alors, c'est presque la fin de l'émission, Valdi. Alors, ça passe très vite en bonne compagnie, n'est-ce pas? Alors, je vais te laisser le mot de la fin avec peut-être un conseil. Alors, en général, je demande quel conseil tu pourrais donner, mais ça, c'est trop facile. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Quel est le meilleur conseil? Il y a un conseil, alors c'est tout frais dans ma tête, c'est une discussion que j'ai eue avec ma femme ce matin. Ah, les femmes donnent toujours de très bons conseils. C'est moi qui ai donné le conseil cette fois-ci. Mais en gros, elle est entrepreneur aussi, elle est en train de monter, etc. Et là, par exemple, elle va chaperonner une formation financée par Google sur le marketing digital. Trop bien. Et elle se dit, mais plus je monte et plus je me pose des questions de est-ce que je suis à ma place, etc. Et je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Ouais, le syndrome de l'imposteur. C'est ça. Ouais. Et je lui ai dit, en fait, le conseil que je donnerais aux gens qui écoutent, c'est prenez les retours des gens qui vous entourent, ce qu'on dit de vous. Si on dit que t'es un bon entrepreneur, si on dit que t'es un bon gestionnaire, t'es forte, etc. Prenez-les et construisez-vous avec ça. Ça veut dire qu'il faut avoir un entourage bienveillant. Hyper important, ouais. Un entourage bienveillant. Et en fait, écoutez ce qu'on vous dit. Souvent, on prend pas les conseils. C'est vrai. Tu vois, on rougit ou on se dit il est gentil. Oui, elle dit ça pour me faire plaisir. C'est ça. Alors que non, en fait, créez votre base, votre personnalité avec ça, et ça va vous armer justement demain quand vous allez faire face à des vrais problèmes, quoi. Donc c'est le conseil que je pourrais donner. Mais merci beaucoup Valdi Nzembélé pour ce très bel échange, c'était super intéressant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Où est-ce qu'on peut trouver ton actualité Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est là où on te retrouve. Et sur YouTube, NTMY Club. Sur LinkedIn, Valdi Nzembélé. Et sur ntmyclub.com. Alors, je mettrai tout ça dans la description. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter par email ou sur mes réseaux sociaux, Pamela et Anga. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine, et je vous dis à très vite. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker, et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.